Bonjour, Monsieur Martel, bienvenue à cette activité, à cet entrevue sur votre proposition d'activité pour la Nuit de la philosophie 2021, Nuit de la philosophie à Montréal et la région, parce qu'on touche beaucoup plus large. Donc, merci d'avoir accepté une petite entrevue là, pour en fait se présenter et parler un peu de l'activité que vous proposez sur lumière et conscience. Ça fait plaisir, Michel. Donc, sur ce qu'on projette discuter ensemble pendant cette rencontre, on va parler de la lumière, qui est une de mes spécialités. Je suis physicien de formation et évidemment, les physiciens s'intéressent beaucoup à la lumière. C'est un phénomène naturel fondamental. Et ce qu'il y a de très particulier avec la lumière, c'est que ça va beaucoup plus loin qu'un simple phénomène purement physique, parce qu'on associe tous la lumière avec la dimension de la conscience. En fait, lumière et conscience sont quasiment synonymes dans bien des langues. Et ça m'a toujours intrigué comment ce même phénomène peut être aussi important dans deux mondes si différents, le monde matériel physique et aussi le monde de la conscience ou de la philosophie, si tu veux. Et la lumière est vraiment une des rares choses qui fait le pont entre ces deux dimensions. Donc, ça va être un peu le thème de ce dont je vais vous parler. Donc, vous êtes physicien de formation, physicien physique pur. Oui, physique théorique. En fait, j'avais étudié en astrophysique à l'origine. Ah, OK. J'ai étudié la relativité générale, la mécanique quantique. Oui, je fais une parenthèse, mais c'est des thèmes qui, pour faire une histoire courte, j'avais personnellement arrêté l'école parce que ça ne m'intéressait plus au secondaire et tout ça. Puis, ce qui me fait raccrocher à l'école et revenir aux études, c'est un livre d'Hubert Reeves sur qui s'appelle L'art de s'enivrer, sûrement que vous connaissez, puis qui m'a éveillé à la dimension de la science, mais qui déborde la science aussi, la dimension un peu philosophique et à la limite spirituelle de la science, et puis qui nous amène ailleurs. Donc, après, je suis revenu aux études, puis là, je peux aller en physique appliquée, qui est l'ingénierie. Je travaille comme ingénieur. Je faisais une parenthèse parce que je trouve ça passionnant, ce domaine de physique et physique théorique, physique pure. En fait, beaucoup des grands physiciens étaient aussi des philosophes et s'intéressaient à la spiritualité. Hein. C'est comme soit quand on passe sa vie à explorer la nature de la réalité, finalement, c'est ce qu'on fait en physique. Là, inévitablement, surtout si on est particulièrement perceptif, comme l'ont été bien des grands physiciens, ça déborde dans des dimensions plus mystérieuses qui font partie de la vie. Oui, ça vous amène au mystère, justement, au mystère de la vie qui rejoint la philosophie et la sagesse. Vous avez parlé de lumière et conscience, qui a un lien, parce que même dans le langage populaire, on parle de faire la lumière sur quelque chose, c'est-à-dire mettre de la conscience sur quelque chose, ou plutôt la lumière de l'intelligence. Donc, c'est associé au cinquième élément aussi, on dit des fois, c'est-à-dire cette idée de conscience complète ou de quintessence. L'illumination. Oui, c'est ça, exactement. Bouddha, l'illuminé, le Christ, même, qui veut dire illuminé. Donc, cette dimension de la lumière est vraiment intéressante. Et puis, pour l'activité, vous allez nous parler l'aspect aussi appliqué de la lumière. Parlez-nous un petit peu. Voir. Oui, parce que au-delà d'applications scientifiques d'intérêt philosophique ou spirituel, la lumière a aussi un champ d'application très pratique au niveau de la guérison, de la thérapie. Et la lumière est utilisée sous plusieurs formes maintenant pour aider, pour
créer différents types différentes modalités thérapeutiques. Et je touchais à ça aussi dans notre entrevue. La lumière est utilisée maintenant pour guérir autant le corps au niveau cellulaire que aussi l'esprit, le mental. C'est utilisé en psychothérapie, c'est utilisé en différents domaines psychophysiques, si vous voulez. Donc, toujours ce pont entre le monde physique et le monde psychique. Et évidemment, il y a même en pure spiritualité, la lumière est utilisée de différentes manières. On connaît l'association avec différentes traditions comme l'Ayurveda en Inde ou l'acupuncture, etc. Il y a des connexions à faire avec la lumière et les couleurs, et c'est toutes ces dimensions-là. Je touche un peu à ça. Est-ce que vous avez, par exemple, dans les anciennes cathédrales, on voyait les jeux de couleurs et tout ça, est-ce qu'il y avait une dimension aussi, je dirais, à la limite, qui était en lien avec la cathédrale, c'est-à-dire avec tous ces jeux de couleurs? Les grands vitraux des grandes cathédrales médiévales, c'est sûr que c'était une des premières utilisations à grande échelle du pouvoir de la couleur, finalement, le pouvoir de fascination que la couleur exerce sur notre perception. Et effectivement, il y a des histoires et des anecdotes qui parlent de comment ces espaces colorés-là étaient utilisés pour la guérison, comme les gens qui avaient des troubles psychologiques ou des perturbations mentales étaient amenés dans la cathédrale sous cette lumière colorée pour être apaisés. Et c'est effectivement un des exemples de l'histoire ancienne. Il y en a plein, et si on peut remonter au temps des Égyptiens. C'est bien intéressant. Mais est-ce que l'Égypte ancienne connaissait aussi le vert coloré? J'ai vu un documentaire il y a pas longtemps qui montrait. Oui, c'est sûr qu'à l'époque, ils n'arrivaient pas à faire des verres colorés très purs, mais souvent ils utilisaient des matériaux naturels, des pierres précieuses, des cristaux naturels qui sont colorés. Et ils avaient une maîtrise remarquable de l'utilisation de la couleur, c'est sûr, aussi dans leur peinture, dans leurs bijoux. Et il en reste plein d'exemples. Donc, ils avaient une connaissance assez approfondie de l'utilisation de la lumière et des couleurs, déjà à cette époque. Donc, il y a comme tout un courant traditionnel, finalement, de l'utilisation de la lumière et de la couleur qui remonte à la nuit des temps. Quasiment toutes les cultures, toutes les civilisations ont eu ce genre de connaissances. À notre époque, c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a une espèce de révolution scientifique de notre compréhension des effets de la lumière et de la couleur autant sur le corps que sur le cerveau. Et depuis, je dirais, 20-30 ans, il y a comme tout un nouveau champ de connaissances qui s'ouvre à ce niveau-là qui n'existait pas auparavant. Donc, pour ceux qui travaillent dans ce domaine, c'est une époque très, très stimulante. D'ailleurs, si on peut penser dans cette ligne-là, si vous connaissez, il y a eu quelques années, peut-être une dizaine d'années, mais on a écrit un manifeste post-matérialiste qui était coécrit par plusieurs, je ne sais pas si vous connaissez, un peu ce nouveau courant de scientifiques qui veulent sortir du paradigme matérialiste où tout se réduit à la matière et tout est inscrit dans la matière. Mais il y a un mouvement de scientifiques, un peu comme vous, qui voient au-delà, qui disent non, la science matérialiste ne suffit plus. On arrive aux limites et il faut revoir le paradigme, il faut ouvrir sur autre chose. Eh oui. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou vous êtes un peu dans cette ligne-là. Oui, tout à fait. Je compte aussi aborder ça dans notre entretien, cette ouverture de la science, de la physique à des dimensions qui dépassent la vision matérialiste. Éducationnisme matérialiste, et c'est vrai qu'à notre époque, il y a tout un nouveau courant qui remet ça en question de manière très substantielle, plus qu'on a tendance à le penser,
par ce qu'on connaît de la culture de masse, finalement, où très peu de ces informations-là sont diffusées encore. Mais dans les chercheurs de pointe, il y en a beaucoup qui commencent à regarder la réalité de manière très différente. Puis on arrive à la science qui... on a des données, j'ai donné des exemples sur la mort imminente, par exemple, qui nous dit on ramène les gens plus loin après, donc ils arrivent avec des témoignages qu'on ne peut plus dire que c'est juste le cerveau, il y a quelque chose d'autre. Donc, ils ont beaucoup de données. Ce que j'ai lu là-dessus, c'est ne peuvent plus dire c'est juste le cerveau, donc on n'a pas le choix, à la limite, parce que c'est même argumenté par une science solide, là, il y a quelque chose qui dépasse. Donc, oui, c'est bien intéressant. Même les plantes, excusez-moi, je vous laisse aller. Oh, ça va. C'est vrai que la question de la mort imminente est toujours fascinante, surtout avec la connexion qu'elle a avec la lumière également, parce que les gens qui vivent ces expériences-là, en général, ont une vision, perçoivent une lumière qui les impressionne énormément. C'est un thème qui revient très fréquemment dans leurs témoignages. Donc, il y a aussi toujours cette connexion entre lumière et conscience. Vous avez aussi un livre sur la lumière et la conscience, donc, qui s'appelle Lumière et conscience. Oui, exactement. Le pouvoir de la lumière, qui existe, qui est disponible en anglais et en français aussi. Et où je détaille tous les aspects, les différents aspects de l'utilisation de la lumière à des fins thérapeutiques. Donc, toutes ces dimensions, autant physiques que philosophiques et cognitives. Donc, on parle de la fine pointe de ce qui se fait actuellement dans le domaine de l'immunothérapie. Donc, vous allez en parler un peu aussi à l'activité. Absolument. Très bien. Aussi, on pourra partager sur... je pense que le lien est déjà partagé sur l'événement pour ceux qui sont intéressés au livre et y avoir accès. Oui. Parfait. Mais merci beaucoup encore. Oui. Ça complète l'entrevue. Je voulais seulement aborder de façon large le thème, mais aussi donner le goût aux gens de venir, donc d'assister à cette conférence qui aura lieu le 18 à 17 h, le 18 novembre à 17 h. Oui. En ligne, donc, et c'est gratuit. C'est un plaisir de se rencontrer dans quelques jours. Merci, à bientôt.